Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Saviez-vous que la mode était le 4e secteur le plus polluant d'Europe ? Lorsque vous ne souhaitez plus de vos vêtements et tissus, saviez-vous qu'ils avaient de la valeur dans une démarche de réemploi ? En France, les déchets textiles représentent environ 700 000 tonnes de déchets par an. Heureusement, certaines personnes mettent leur énergie à combattre ce fléau. C'est le cas de la boutique Made in Clémence qui œuvre pour la valorisation des déchets textiles. Et dans cet épisode, je reçois sa jeune créatrice Clémence Bressin. Bonjour Clémence. Bonjour Yves. Alors, ma première question est simple. Qui êtes-vous ? Alors, je m'appelle Clémence Bressin, j'ai 22 ans et je suis la fondatrice de Made in Clémence. Qu'est-ce que c'est que Made in Clémence en fait ? Alors, c'est une entreprise de valorisation des déchets textiles. Ça, c'est le principe de base, c'est notre mission principale, qui après se décline en différentes choses, on va dire. D'accord, comme quoi par exemple du coup ? Alors en fait, on a une partie pour les professionnels et une partie pour les particuliers. Donc on a toute une gamme de produits zéro déchet ou qui tendent vers le zéro déchet. Parce que l'idée en fait, c'est que nous, dans notre processus, on valorise les déchets textiles, donc on fait du recyclage, ou plus précisément du surcyclage, mais on pourra y revenir. Du coup, on voulait, comme nous, en fait, dans notre process, on réduit les déchets, on invite les gens à faire pareil avec les produits. D'où cette démarche zéro déchet, même dans les produits qu'on propose en fait. D'accord, alors vous parlez de processus, c'est quoi exactement cette histoire de processus ? Alors, donc, pour faire simple, donc nous on collecte auprès des recycleries, ressourceries du secteur principalement. Après, je travaille aussi avec ce qu'on appelle des collecteurs, donc qui eux vont collecter auprès des usines sur les fins de série, les chutes de tissus, les tissus dormants. Et ensuite, on va trier, on garde vraiment que la matière qui est de bonne qualité, parce que l'idée c'est de pas faire des produits qui vont durer 2 semaines, sinon il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de durabilité. Ensuite, on va reconfectionner, donc on redécoupe la matière, c'est là où en fait on fait du surcyclage et pas du recyclage. Puisqu'on garde la matière telle qu'elle. On va juste redécouper, garder ce qui est de bonne qualité. Et on va ensuite donc reconfectionner en différents produits. Et donc là, je travaille avec des ESAT sur la confection. Donc actuellement, je travaille avec 2 ESAT en Anjou. Et puis j'ai aussi mon propre atelier de confection. Donc on combine en fait les deux en fonction des demandes, des besoins, ce qui fait qu'on peut répondre à des très petites demandes comme à des très grosses demandes. Et puis ensuite, une fois qu'on a reconfectionné ces produits, on les propose à la vente. Vous confectionnez vous-même des choses ou c'est que des personnes à côté qui travaillent avec vous ? Alors, actuellement, je confectionne encore un petit peu. Mais je tends à réduire vraiment ce temps de confection qui est très long et très chronophage, sachant que j'ai tout le reste à gérer déjà. D'où le fait que, à la base, quand je me suis alliée avec les ESAT, c'était pour ça en fait. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus. Donc voilà. Et puis on peut plus répondre à toutes les demandes aussi. Et là c'était le but, c'est quand même de valoriser la matière encore une fois. Et donc si je suis seule, je peux pas le faire comme je veux. Donc ça m'arrive encore un petit peu, ou quand on a des galères avec les AD, trop de demandes et du coup on a bloqué toutes les chaînes de production. Et voilà, là sur la fin d'année j'ai eu un petit problème. Je me suis mis 2-3 jours devant la machine en fait. Et on règle les problèmes comme ça et ça se fait. Ouais, parce que finalement quand on entreprend quelque chose, au départ, forcément on est à la production, mais très vite on va passer plutôt à de la représentation, du commercial, ce genre de choses. Exactement. Ouais. Là, en fait, j'ai analysé qu'est-ce qui me prenait du temps et qui avait une valeur moindre en fait, et la production fait partie de ces choses-là. Puisque quand je produis, je ne peux pas aller chercher de nouveaux clients, je peux pas faire la communiquer sur ce que je fais, qui ont des valeurs beaucoup plus importantes que la production en elle-même, même si en soi elle est importante puisqu'on fait les produits. Mais quand on fait les ratios, en fait, c'est quelque chose qu'on peut facilement déléguer aussi. Par exemple, pour moi, déléguer une partie commerciale. Alors aujourd'hui, je commence à le faire parce que j'ai un apporteur d'affaires, mais au début, c'est très compliqué parce que faut cette personne puisse vendre l'entreprise et notre mission aussi bien que moi, donc faut que je puisse bien lui expliquer, etc. Ce qui est plus complexe que juste déléguer une production où tout est sur papier, on sait comment faire, et moi j'amène ça à l'ESAT et pour eux c'est clair. Il n'y a pas de souci, quand le produit ressort, il ressort comme je l'ai demandé. Donc c'est des choses aussi, on réfléchit à ce qu'on peut déléguer, effectivement la production c'est plus facile. Alors vous avez parlé donc de surcyclage, j'imagine que c'est le français pour upcycling, c'est Exactement. Ça ? D'accord, ok. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de parler de upcycling, mais autant parler français, donc surcyclage. Alors vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose par rapport au textile dormant, si j'ai bien entendu. Oui. Qu'est-ce que c'est que le textile dormant ? Alors, ce qu'on appelle les tissus dormants,
En gros, c'est des matières qui restent dans des entrepôts et qui ne sont pas utilisées par les marques. Alors ça peut être par exemple une fin de série. La problématique de ces matières qu'on dit dormantes, donc en fait qui ne bougent pas, qui restent dans ces entrepôts, c'est qu'elles coûtent de l'argent au final, puisque déjà il y a un coût d'achat, eux ils l'ont acheté dans tous les cas, et en plus ils doivent la stocker. Et le stockage, on sait que ça coûte de l'argent. Et en fait, ça arrive souvent que ces matières, à un moment donné, eh bien l'entreprise ou la marque les garde un temps, et à un moment donné se disent, bah non, ça nous coûte trop cher en stockage, de toute façon on va pas la réutiliser, et donc on souhaite qu'elle s'en aille. Et donc c'est là où on réfléchit soit à l'acheter ou à la recycler. D'où le fait que ces matières dormantes, en fait, c'est des matières qui sont neuves en soi, et donc de très bonne qualité et qui peuvent être pour nous vraiment une belle source de matière. D'accord. Et est-ce que vous acceptez aussi des produits de particuliers peut-être qui veulent entre guillemets se débarrasser, enfin même pas entre guillemets, qui veulent se débarrasser de textiles, ou vous laissez ça au frais prix? Alors en fait nous j'ai pas précisé, mais sur les matières qu'on collecte c'est assez spécifique. On ne travaille pas avec du vêtement par exemple. On travaille avec du linge de maison. Ou du coup des chutes de tissus sorties d'usine. Donc là c'est encore différent. Mais par exemple avec les recycleries, ressourceries, c'est en fait du linge de maison principalement, donc des nappes, des draps, des tais, etc. Il y a une raison à cela que je peux expliquer aussi s'il faut. Et donc ce qui fait que oui, on accepte les dons des particuliers, il n'y a pas de souci, mais du coup qui rentrent dans nos critères. Donc ils sont linge de maison, etc. D'accord. Et en bon état quand même. Exactement. Alors, il faut un état qui est un minimum convenable. Sinon, on peut pas réutiliser cette matière. Encore une fois, on fait pas du recyclage, donc il faut qu'on puisse redécouper. Et si tout est abîmé et taché, c'est sûr que nous, ça n'a pas d'intérêt. Donc oui, en bon état, effectivement. Mais en fait, on a aussi remarqué que en général, le linge de maison est en bon état. On voit bien un drap, vous le gardez 10 ans, 15 ans, voire plus. Et en fait, même quand vous n'en voulez plus, en général, il tient encore. Parce que c'est des matières qu'on lave pas tous les jours comme les vêtements, qui sont pas les mêmes utilisations. Et ce qui fait qu'en général, les gens on les accumule chez eux. On voit bien dans les maisons des grands-parents, en plus sur les générations précédentes. Et en fait, on a de la très bonne matière qui est là et qui reste dans nos placards, quoi. Et est-ce qu'il y a des matières justement spécifiques au niveau du textile que vous recyclez pas, enfin que vous surcyclez pas? Alors, on travaille principalement avec des matières coton. Okay. Donc tout ce qui est matière synthétique, on les travaille quasiment pas. Alors évidemment, il peut y avoir quelques fibres synthétiques dans certaines matières qu'on travaille, mais du 100% synthétique, non, c'est pas le cas. Donc, mais encore une fois, c'est le linge de maison, c'est énormément de matières naturelles, type coton, lin, etc. Donc nous, ça fait vraiment le travail. Ok, et justement sur toutes ces matières. Est-ce que, donc j'imagine, vous privilégiez pas forcément les nouveaux labels, comme on peut les appeler, les GOT ou ce genre de choses, non? Alors, on a une problématique avec les labels, c'est que en général, je ne peux pas tracer la matière que je reçois. Donc, c'est aussi le fait que je ne peux pas être labellisée. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de label upcycling, ça n'existe pas. C'est sûr que si on arrive à avoir ces matières-là, c'est génial, mais encore faudrait-il le savoir. Ce qui est en fait en général pas le cas. Hein. Moi, quand je repars la matière en recyclerie, même dans les collecteurs, on ne sait pas forcément d'où elle vient, on ne sait pas même pas de quoi elle est composée les 3/4 du temps. On a des petits tests pour analyser s'il y a de la matière synthétique, par exemple brûler du tissu, et on voit la façon, est-ce que ça fond ou pas. Si ça fond, c'est qu'il y a des fibres plastiques. Si ça fond pas, le coton, quand il brûle, ça brûle, quoi. Ça ne fond pas. Donc on peut remarquer des choses comme ça, mais je peux pas en fait dire tiens, cette matière elle est à 88% de coton et tant d'autres choses. Je peux pas en fait, parce que on n'a pas de traçabilité, et c'est un problème aujourd'hui, comme c'est une opportunité, c'est sûr, mais ça cause souci dans certains cas. D'accord. Par exemple certains de mes produits ne peuvent pas apparaître dans des franchises parce qu'ils ont des chartes à l'arrivée auxquelles on ne peut pas répondre, parce que je ne peux pas... ils veulent des produits, par exemple du coton bio, en fait je ne peux pas dire que mon coton, peut-être qu'il l'est, mais je ne sais pas. Et donc aujourd'hui, nos produits ne peuvent pas apparaître avec certaines marques. On a discuté, on a échangé avec certaines, et pour l'instant, c'est pas possible. Ils y travaillent parce qu'ils voient bien que, en fait, il y a des incohérences. C'est quand on peut faire du réemploi, c'est encore mieux que faire du bio. Donc, il y a une grosse incohérence, mais il y a encore des problématiques réglementaires en fait aujourd'hui. Et donc, le réseau de distribution aujourd'hui, c'est comment ça se passe? Alors, sur la partie particulier, donc j'ai des magasins revendeurs, donc soit des magasins physiques ou en ligne. Après, on vend évidemment sur notre site internet et on livre partout en France. À la base, j'ai commencé par le e-commerce, donc je continue le e-commerce et j'aime beaucoup ça. Et puis après, aujourd'hui, on travaille aussi avec les entreprises, donc là, directement avec les entreprises, sur des plateformes de revente entre entreprises aussi, etc. D'accord, ok, ouais, c'est vachement intéressant. Alors, vous appelez Made in Clémence, oui. On se doute un petit peu pourquoi, mais justement, pourquoi ce nom? Alors...
Si seulement il y a une vraie raison. Il y a un peu une vraie raison. J'ai commencé par ouvrir un blog sur la couture, donc en 2017-2018. Tout est parti de là, de cette passion pour la couture. Je sais plus vraiment comment j'en suis arrivée là sur le début. Je me rappelle juste que mes amis, ma famille m'avaient dit « Oh, faut qu'il y ait ton nom dedans, comme ça on se rappellera que c'est toi, etc. » Et puis j'étais partie là-dessus, et dans l'idée c'était un peu de se dire bienvenue dans l'univers de Clémence, d'où le made in qui est pas une faute d'anglais, parce que si on voulait faire ça en tant que puriste on aurait dit made by, mais là c'était un peu l'idée de rentrer dans un univers et donc dans le mien, quoi. D'accord, hyper intéressant. Puis après c'est resté. En même temps c'est vrai que on s'en souvient, en tout cas. Oui. Ça, c'est vrai que ça fonctionne à ce niveau-là. J'ai une petite question récurrente que je pose à tous mes invités. Alors, vous faites partie de cette génération à venir. Est-ce que vous pensez justement que les futures générations et la vôtre auront une fibre un peu éco ? Alors, je pense que oui. Ou alors, est-ce que c'est pas moi qui a un gros biais et qui fait que... Parce qu'on dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie. Et en fait, effectivement, moi, je côtoie que des gens comme moi. Donc, j'ai l'impression que oui, que je peux répondre un grand oui à cette question parce que tous les gens que je côtoie vont dans ce sens-là. Mais est-ce que c'est la majorité ou pas ? Ça, je peux pas dire. Mais en tout cas, ou du moins, j'ai envie d'y croire. Et de me dire que moi, en tout cas, tous les gens que je rencontre, tous les clients que j'ai actuellement, tous les étudiants que je vais voir quand je fais des conférences dans les écoles, ils ont l'air d'être intéressés par cette thématique-là. Ils ont l'air d'avoir envie de changer les choses, en fait. Ils ont l'air aussi d'avoir envie de faire des métiers qui vont dans ce sens-là. Donc on se dit que si tout le monde semble aller dans ce sens-là, c'est peut-être que tout le monde va dans ce sens-là. Mais encore une fois, je peux pas certifier à 100%. Alors, vous avez dit au tout début, donc vous avez 22 ans. Vous avez arrêté vos études ou vous continuez à côté ou vous mettez à 100% sur Made in Clémence ? Alors, donc moi j'ai fait une licence de biologie que j'ai terminée en juin dernier. Et quand j'ai terminé ma licence, la décision était est-ce que je postule pour un master ? Évidemment, comme tout parcours classique, on va dire. Et après réflexion, je me suis dit que c'était pas le moment, simplement parce que j'étais moins concentrée sur mes études depuis que j'avais monté le projet, parce que le projet prenait de l'ampleur, et qu'en plus c'était un peu le moment où il fallait monter ce projet-là. Parce qu'il y a une vraie demande autour de l'upcycling, là je le vois bien maintenant, que j'y suis à 100%. Et donc je me suis dit, je me laisse un an, on y va, c'est maintenant, et tu donnes tout pendant un an, et dans un an on verra. Donc peut-être que je reprendrai des études dans un an, je vais faire le bilan de cette année, voilà, jusqu'en septembre prochain, on verra. Là j'ai quand même, on va dire, j'ai pas arrêté totalement les études, parce que je fais une formation à l'université, je fais un DU en entrepreneuriat, mais qui est totalement à distance, que je gère à côté, parce que je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre et j'ai toujours envie de me former. Il y a plein de choses que je sais pas. Voilà, j'ai fait une licence de biologie. J'ai zéro notion en entrepreneuriat à la base. J'ai tout appris toute seule. La compta, on n'en parle même pas. Donc voilà. Donc là, je me forme un peu sur ces choses-là que j'aime moins, mais où il faut apprendre et où je pense que j'ai à apprendre. Donc, en même temps, oui, je suis complètement d'accord. On est toujours en train d'apprendre. Voilà, quel que soit 100%. Son âge, c'est hyper important pour évoluer et autres. C'est quoi vos produits phares du coup ? Est-ce que vous avez justement des produits phares ou quelque chose ? Alors, oui. Pour la partie e-commerce et particulier en général, on a notre éponge lavable qui est vraiment notre best-seller. Là, je vais faire les bilans, mais on a vendu en gros plus de 300-400 cette année. Oui. Ce qui est un bon chiffre. Je suis plutôt contente, sachant que j'ai vraiment commencé l'entreprise en juin dernier, c'est officiellement, donc c'est assez incroyable. Et en fait, elle a une petite particularité, c'est ce qui plaît. C'est déjà son format, parce que j'ai vraiment réfléchi au format le plus ergonomique possible. Je me suis mis dans la tête de la personne qui veut faire sa transition, et en fait il n'y avait pas de vraie solution qui était pratique. Les gens abandonnaient vite fait, ils essayaient des trucs mais ça convenait pas et tout. Donc j'ai trouvé une chose qui est vraiment très ergonomique. Et puis on a l'intérieur où en fait on est en réemploi jusqu'au bout, puisque même le rembourrage, on travaille avec une entreprise qui fait des matelas en latex végétal. Et quand ils ont des défauts sur les matelas, au lieu de les jeter, ils nous les recoupent en morceaux et on rembourre nos éponges avec. Et cette matière, elle a plein de propriétés, elle est antibactérienne, elle a une mémoire de forme, donc elle reprend toujours sa forme. Enfin, il n'y a pas de mauvaise odeur, c'était aussi une grosse problématique avec les éponges que moi j'avais testées avant. Et en fait, du coup, on a réglé un peu tous les soucis, et donc elle plaise énormément. Et puis côté pro, là, on a eu une explosion sur la bouillotte sèche,
qu'il n'y a plus énormément de monde et énormément d'entreprises. Donc, je suis très contente de voir les petits produits se balader comme ça. C'est quoi exactement la bouillotte sèche ? Ça me parle pas. Alors, donc nous, on a fait un format chaufferette, donc c'est un petit format qui est grand comme ça. Il fait 13 sur 8 cm en gros. Et à l'intérieur, c'est des lentilles vertes, les mêmes qu'on consomme. Et les lentilles ont cette capacité à retenir la chaleur, donc on la met 30 secondes, une minute au micro-ondes et on a jusqu'à 20 minutes de chaleur avec la bouillotte. Ok, oui, c'est ça qui. Vous êtes d'accord. Ok, je pensais à ça, mais j'étais pas sûr. Et on trouve aussi des pépins, des graines de lin, je crois, éventuellement. Alors, oui, on peut trouver avec de la graine de lin, des noyaux de cerise, du riz aussi. Ah, du riz, ok. Ouais, le blé aussi, un petit peu. D'accord. Ouais, mais alors, si on met ça au micro-ondes, que ce soit le riz, le blé, si c'est un peu humide, ça va cuire en fait. Ouais, alors c'est pour ça qu'il faut bien respecter les temps de chauffe. Okay. C'est pareil, je le dis aussi pour les lentilles, c'est le même principe. On respecte bien. Si c'est sûr, vous la mettez 3 à 4 minutes, là, vous pourrez plus l'utiliser la bouillotte, ou à la limite pour manger l'intérieur à l'intérieur. En cas de famine, ça peut être pratique, mais voilà, c'est vraiment tout. D'accord, donc ouais, là c'est vraiment les produits phares, donc ok. Et d'ailleurs, l'éponge, vous travaillez avec Cadeolis, non, peut-être, ou pour le matière latex, ou pas du tout non, pas du tout. C'est une entreprise au Cap-Breton avec qui on travaille. Ok. Parce qu'il y a une entreprise locale, angevine, qui fabrique aussi des matelas, ce genre de choses, éco-responsables, bio, donc qui s'appelle Cadeolis. Je prends totalement parce qu'on va être en recherche de plus de fournisseurs, je pense. Parce que on va pas aller découper des matelas qui ne sont pas abîmés. Donc à un moment donné, et je pense qu'il y a du travail un peu partout. J'imagine qu'eux aussi ont des défauts sur certains de leurs matelas. C'est possible, oui. Donc ça peut être totalement, je prends. Ça peut être justement, un lien intéressant. Alors sur LinkedIn, vous avez écrit il y a quelques temps de ça, pendant que le prix du textile augmente, j'achète mon tissu de moins en moins cher. Oui. Alors pour ceux et celles qui ont loupé cette publication, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça est possible ? Alors, donc nous on travaille en réemploi. En fait, donc aujourd'hui, il y a une problématique d'augmentation du prix des matières premières. On le voit partout, mais en textile aussi. Faut savoir sur certaines matières, on est passé sur de l'achat en magasin, en mercerie classique, à 1 ou 2 euros du mètre supplémentaire, ce qui est énorme. Donc, c'est sûr que ceux qui achètent neuf voient ces augmentations. Alors que nous, en réemploi, on a une problématique qui est inverse, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui jettent. Les recycleries, les ressourceries se retrouvent avec des quantités qui étaient déjà astronomiques, mais qui en fait ne font qu'augmenter. Et c'est sur tous les types de déchets de toute façon, mais notamment en textile. Et donc, en fait, ils ont plus tendance à vouloir leur trouver des portes de sortie plutôt que de les amener vers la décharge où ça va être incinéré ou enterré. D'où le fait que, en fait, quand ça augmente d'un côté, nous, on a de la matière qui arrive en plus grande quantité et d'une qualité qui est toujours aussi bonne en général. Et donc, ce qui fait que moi, en fait, je peux me permettre d'acheter peut-être des plus grosses quantités à moins cher, alors que de l'autre côté, le neuf augmente indéniablement. Donc, c'est vraiment une vraie problématique. En plus, quand on le voit, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Et ça veut dire qu'en ressourcerie, ils vous font des prix comme vous en prenez plusieurs ou... Alors, on a évidemment des prix professionnels, de toute façon. Et puis après, c'est aussi la fonction de la quantité qu'on prend, évidemment. Ouais. D'accord, ok. Ouais, je ne savais pas du tout que ça marchait comme ça, même qu'il y avait un prix pro en fait dans les ressources. Alors ça dépend, chacun a ses fonctionnements aussi en fonction des indépendants ou pas. Donc c'est des fonctionnements diffèrent, mais en général c'est comme ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui vous vivez de votre activité ou pas encore ? Comment ça se passe ? Comme a priori, il y a une explosion des demandes. Alors, en fait, je choisis de ne pas en vivre. C'est étonnant. Intéressant. En fait, là, l'idée, c'est vraiment de créer une trésorerie pour l'entreprise. Parce que rien que là, sur les demandes que j'ai depuis 2 semaines, on est vraiment début janvier, en fait, j'ai des choses auxquelles je ne m'attendais pas, c'est-à-dire des grosses entreprises, voire très grosses entreprises, qui s'intéressent au réemploi et qui souhaitent changer, par exemple, pour des emballages, pour leurs produits en matière réemploi. Et ce qui fait qu'on part sur des quantités qui se comptent en milliers de produits. Et donc, pour la production de ces produits, en fait, il va falloir avancer de l'argent. Et donc, il faut de la trésorerie. Et donc, en fait, là, mon but, c'est juste d'avoir la trésorerie pour pouvoir lancer ce genre de production, parce que sinon, je ne peux pas. Ou alors, il faut se rapprocher d'investisseurs. Et pour l'instant, j'avais pas prévu ça. Après, s'il y a des investisseurs qui sont intéressés, on peut en discuter. Mais j'ai toujours fonctionné avec simplement les ventes que
que je faisais et la roue a toujours tourné comme ça depuis que j'ai commencé. Et je suis super contente de pouvoir le faire en fait. Donc ça c'est trop bien. Mais là ça demande de créer un peu de trésorerie pour pouvoir acheter les matières et produire en fait. Tout simplement, ouais, effectivement. Et est-ce que vous savez déjà ou vous anticipez quel sera le produit phare de 2023 ? Est-ce que ça sera encore les éponges ou est-ce que vous avez senti qu'il y avait autre chose qui allait arriver ? Alors, les éponges, je pense que là, on est sur un bon créneau. Je suis accompagnée par un incubateur parisien et qui a vu un peu la même chose que moi, donc ça me rassure. Je me dis qu'on voit les mêmes choses, eux ont une certaine expertise, donc ça, voilà. Donc ça, je pense qu'on va pas lâcher ce produit-là et qu'il va continuer à fonctionner. Et je suis très contente. En plus de pouvoir permettre à des gens de faire leur transition avec ce genre de produit qu'on utilise vraiment tous les jours. Et après, j'ai des idées sur des futurs produits à venir. J'ai fait des tests sur les marchés de Noël notamment. Il y a 1 ou 2 produits qui plaisent bien. Mais je vais tester encore un peu. L'idée aussi, on a l'avantage de faire du e-commerce. Et le e-commerce, c'est génial pour tester les choses. Parce qu'on peut proposer un produit, le mettre simplement en ligne, faire une fiche produit et voir si ça plaît ou pas. Ce qu'on pourrait pas faire si on faisait de la vente en magasin où en fait on serait obligé de créer énormément de produits, d'investir énormément pour peut-être quelque chose qui ne marche pas. D'avoir du stock et tout. Exactement. Ouais. Là, je peux me permettre d'avoir du stock moindre et puis de tester sur une centaine de produits, je sais pas. Et donc là, voilà, ça va être aussi un peu ces défis en janvier de tester et justement de trouver les choses qui vont fonctionner pour l'année prochaine. Alors, j'ai vu dans vos produits que vous faisiez aussi du marquage. Du coup, oui. Et comment vous fonctionnez au niveau du marquage ? Parce que pour rester dans la logique un peu écologique. C'est ça. Alors, donc nous, on a une démarche qui est sociale et écologique. Je tiens à ces deux parties, hein. Donc la partie écologique avec le réemploi et la partie sociale avec les ESAT avec qui je travaille, et on travaille vraiment en collaboration, que ce soit sur la création, que ce soit sur la production, et en fait on travaille aussi avec eux pour le marquage. Donc effectivement sur les entreprises, quand ils nous demandent du logotage par exemple sur des tote bags, bien on a la possibilité de le faire, et on travaille principalement avec les ESAT, et ça c'est génial aussi parce que c'est leur apporter une autre dynamique et pouvoir travailler sur différents aspects en fait ensemble. En dehors de la production, quoi. Et c'est de l'encre végétale, j'imagine ? Alors là, je peux pas certifier. D'accord. Bonne question. Je pense pas parce que je pense qu'on en aurait discuté. Je crois pas. D'accord, oui. En même temps, il y a peut-être une histoire de tenue dans la durée aussi qui fait que on peut pas mettre forcément des encres végétales. Alors je pense qu'on pourrait le faire en encre végétale. J'avais juste pas pensé encore à ça, mais comme quoi c'est un bel axe de développement. Donc on va y réfléchir. Mais je pense qu'on peut le faire avec de l'encre végétale. Ça me paraît pas être un souci. Après, à part s'il y a des spécificités, j'avoue que là sur l'impression, et c'est pas mon domaine d'activité, donc je poserai la question à des professionnels. Ce sera mieux. Il faut savoir s'entourer, et c'est ce qu'apparemment vous êtes en train de faire de façon admirable. Comment on peut vous contacter ? Parce qu'on a parlé du site web, mais on n'a pas donné le lien. C'est quoi le lien ? Donc www.madeinclémence.com. Donc pas .fr.com. Après, vous mettez Made in Clémence, vous allez les trouver sur Internet. Puis après, faut pas hésiter à m'envoyer un mail, clémence@madeinclémence.com, ou par téléphone aussi. Enfin, il y aura tous les coordonnées sur Internet, il faut pas hésiter à me contacter. Et puis vous êtes aussi sur Instagram, j'imagine. On est partout. Instagram, moi je suis très présente sur LinkedIn personnellement aussi, Facebook et YouTube, enfin tout. Ouais, exactement. Bon bah super, merci beaucoup Clémence pour cet échange. Merci beaucoup, c'était top. Ouais, avec grand plaisir, et en tout cas j'invite bien évidemment tout le monde à aller sur madeinclémence.com, très important.com, pour aller voir tous les produits qui peuvent exister, et puis pourquoi pas tester la super éponge. Merci Clémence. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Éco. Merci pour vos partages et commentaires, que ce soit via les réseaux sociaux ou par mail. Cela motive à continuer, alors vraiment merci. Pour ceux qui écoutent via Apple, merci de nous mettre 5 étoiles, ça aide aussi grandement au référencement. Et encore merci pour votre écoute de ce nouvel épisode. Je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Éco.